aujourd'hui nous avons un défilé extraordinaire de grands esprits. Et donc je voulais qu'on termine cette matinée, après tous ces scientifiques, par un philosophe. Je voulais vous faire découvrir un jeune philosophe français qui en France est déjà connu par 2 livres très importants, La soif de l'essentiel, donc la question du sens, et les murs qui séparent les hommes ne montent pas jusqu'au ciel. Il est venu au Maroc pour la première fois le 25 septembre dernier, il n'était jamais venu au Maroc avant, pour notre centre, et c'est donc son seulement 2e voyage au Maroc, toujours pour notre centre. Donc je n'ai pas encore connu au Maroc, mais je pense, c'est à vous de dire qu'il gagne à l'être, car c'est quelqu'un qui est né à Téhéran. Il est né d'un père farsi dans la tradition donc soufie iranienne et d'une mère chrétienne. Il enseigne la philosophie à Strasbourg et il a choisi comme titre quelque chose qui vous parlera à tous au niveau des hadiths, hein, chercher la science jusqu'en Chine. Je vous présente Reza Moghadassi. Vous m'entendez ? Super. Eh bien, bonjour à tous. Après une telle présentation, je ne peux que vous décevoir. Vous avez faim, mais comme l'homme ne vit pas que de pain, on va faire un petit peu de philosophie. Alors cette phrase qui est attribuée au prophète Mahomet, « Aller chercher la science jusqu'en Chine », c'est à elle que j'ai pensé lorsque Jean m'a proposé de venir vous parler. Et au départ, je ne savais pas pourquoi. Et en préparant la conférence, petit à petit, j'ai compris finalement que ça faisait sens. Alors, pour essayer de donner du sens à cette phrase, je ne parlerai pas en tant que théologien, ni en tant qu'historien, mais en tant que philosophe qui essaye de trouver une intelligibilité à cette phrase, et aussi, vous le verrez, en tant que poète qui essaye d'en voir le symbole. Alors, Jean a évoqué la fameuse formule de Niels Bohr. Si vous m'avez compris, c'est que j'ai mal expliqué. Et c'est vrai que dans la matinée que vous avez suivie, vous avez pu voir que toutes ces découvertes de la physique contemporaine dépassent le cadre habituel de nos points de repère et de nos représentations. Et il y a une expression en français pour désigner ce qu'on ne comprend pas. On dit « c'est du chinois pour moi ». Alors peut-être que le prophète Mahomet nous invitait à ne pas nous laisser abattre et quand même d'essayer de comprendre, et donc de comprendre le chinois. Et avec beaucoup de pédagogie, c'est ce à quoi nous ont invités ces intervenants. Alors Jean Stone, celui qui vient de me présenter et sans qui cet événement n'aurait pas lieu, lui, il est allé beaucoup plus loin parce que non seulement il a essayé de comprendre en profondeur, au contact des plus grands scientifiques du monde, la nature de cette physique contemporaine et puis de la partager et de la transmettre. Mais il est même jusqu'à se marier avec une Chinoise, ce qui est beaucoup plus fort. Et je suis sûr que dans la salle, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Il n'en est pas mécontent. Et je ne crois pas que le prophète Mahomet en demandait autant, mais lui, il est jusque-là. Voilà. Mais le jeu en vaut la chandelle, semble-t-il. Voilà. Alors, bien évidemment, le prophète Mahomet ne pouvait pas anticiper toute la perplexité qui serait la nôtre devant les découvertes de la physique quantique, mais il y a une chose qu'il a anticipée, indéniablement. C'est la difficulté qu'il y a pour nous à nous libérer du connu. Ouais, c'est ça. Ah, bien. Voilà. La difficulté qu'il y a pour nous à nous libérer du connu, voilà, pour aller vers l'inconnu. La paresse qui peut nous gagner lorsqu'on est face à quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne comprend pas. Et le premier point sur lequel il me paraît fondamental de s'arrêter dans cette formule Mahomet, c'est à la fois une injonction ou un conseil, chercher la science jusqu'en Chine. Autrement dit, il faut d'abord être des chercheurs. Et cela ne va pas de soi. Platon, il y a plus de 2500 ans, nous disait « les hommes ne cherchent pas la vérité ». Parce que ce qui les met en mouvement, d'abord, c'est le confort, c'est leurs habitudes, c'est le fonctionnement du quotidien, c'est la banalité de la vie quotidienne. Le désir de vérité, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas une chose évidente, nous dit Platon. Ça suppose un réveil,
Ça suppose de sortir d'un long sommeil. Et c'est ce que nous raconte justement une histoire qui nous vient d'Extrême-Orient et qui nous est rapportée par Roland Barthes, qui raconte l'histoire d'un maître d'un monastère bouddhiste qui convoque l'un de ses disciples. Et le disciple arrive tout respectueux, il s'incline devant son maître, et à ce moment-là, le maître s'avance vers lui, prend sa tête et le plonge dans un bassin. Il a la tête sous l'eau, le disciple ne comprend pas ce qu'il se passe, alors comme il fait confiance en son maître, il ne se débat pas, il reste sous l'eau, il retient sa respiration. Le problème, c'est qu'à bout d'un moment, il n'arrive plus à respirer. Il continue à tenir, mais là, ça commence à devenir insoutenable. Et au dernier moment, lorsque vraiment il va craquer, le maître retire la tête de son disciple de l'eau, le laisse reprendre un petit peu un peu d'air, et à ce moment-là, le disciple le regarde perplexe. Et à ce moment-là, le maître lui dit « Le jour où tu désiras la vérité comme tu as désiré l'air, alors tu pourras commencer le chemin. » Le chemin ne peut commencer que pour celui qui en a véritablement le désir. Tu fais semblant que tu cherches la vérité, mais en réalité, tu ne la cherches pas. Et tu peux pendant des années rester dans ce monastère avec nous, tu peux nous imiter, tu peux mimer tout ce que l'on fait, mais tu n'avanceras pas sur le chemin. Il faut d'abord que naisse le feu, il faut d'abord que naisse le désir. Mais comment faire pour faire naître le désir ? Je vous avouerai qu'en tant qu'enseignant, je ne pratique pas cette technique pédagogique, mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui est d'abord mon expérience au quotidien. Je ne suis pas là pour donner de l'eau à des ânes qui ont soif, mais d'abord à des gens qui n'ont pas soif. Et donc, il faut, par la rencontre, par les mots, mais c'est aussi dans notre existence, par la souffrance aussi, par les gifles, par la désillusion, que tout d'un coup, on comprend que on pensait avoir compris ce qu'il avait de fondamental à comprendre, mais qu'en fait, nous ne l'avons pas compris. C'est ça le grand travail que fait Socrate dans tous les dialogues de Platon. Il est à chaque fois face à des interlocuteurs qui pensent qu'ils ont compris ce qui avait fondamental à comprendre, et petit à petit, à travers des questions, il les amène à réaliser qu'en réalité, il n'a pas compris. Et qu'alors à ce moment-là, un chemin est possible. Celui qui n'a pas conscience qu'il a perdu ses clés ne cherche pas ses clés. Il faut d'abord avoir le sentiment qu'on a perdu ses clés. C'est pourquoi on peut dire que c'est pas l'eau qui manque, c'est la soif. C'est pas la lumière qui manque, c'est le désir de la lumière. C'est pas la vérité qui manque, c'est le désir de la vérité. Et ce n'est pas Dieu qui manque, c'est le désir de Dieu. Alors, lorsque Mahomet prononce cette phrase, va chercher la science jusqu'en Chine, bien évidemment, il entend d'abord cette soif spirituelle, il entend la science spirituelle. C'est-à-dire, dans la tradition islamique, cette quête de l'expérience du divin, au-delà du voile des phénomènes, au-delà du voile des manifestations. Ce que dans le soufisme on appelle al-haq, la vérité, qui est en même temps la réalité ultime. Mais Mahomet ne considérait pas que la vocation de l'homme, c'est simplement de fuir le monde, de fuir cette création. Pour lui, il faut tenir les deux ensemble. À côté de cette science spirituelle, il y a aussi ce qui engage l'homme dans ce monde à comprendre le monde dans lequel il est. Voilà pourquoi, à côté du mouvement qui nous conduit à la compréhension de ce qui est la source de l'être et qu'on appelle le créateur, il y a la compréhension de ce qui est la créature, la création. Et je pense que les chercheurs et les scientifiques qui étaient autour de nous aujourd'hui relèvent de ce champ-là, de contribuer humblement à cette quête. Je dis humblement parce que précisément, une des choses qui a pu vous frapper, c'est qu'on sent bien chez tous ces intervenants qui sont des chercheurs dans leur domaine, cette prudence, cette humilité, ce questionnement, ce sentiment qu'on n'a pas tout compris. Et peut-être même que plus on avance, plus on comprend qu'il y a quelque chose de fondamental qui nous échappe. Schopenhauer avait cette formule, il disait « L'imbécile est celui pour qui il n'y a aucune question ». Vous voyez, poser des questions, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin. Et plus vous commencez à comprendre, plus vous commencez à voir se soulever les problèmes et les questions que suscitent vos propres théories, vos propres modèles.
Et ça, c'est une illusion que se fait souvent le grand public à propos de la science, en disant plus on avance dans la compréhension d'un domaine de la science, plus on accumule finalement la certitude, plus le doute disparaît. Eh bien, l'expérience que j'ai pu faire au contact des plus grands chercheurs, c'est l'inverse. Ce sont des gens qui, sans arrêt, sont troublés par les questions et par l'immensité qu'ils n'ont toujours pas compris. La deuxième chose auquel nous invite Mahomet, à travers cette formule, d'aller jusqu'en Chine. C'est très étonnant ça. Pourquoi si loin? Pourquoi une destination aussi exotique? Je crois que l'un des sens qu'on peut donner à cette formule, c'est que pour pouvoir, une fois qu'on a le désir de la vérité, pouvoir faire ce chemin, il va falloir être prêt à faire un voyage qui nous emmène loin de nos habitudes, loin de l'éducation qu'on a reçue, loin de la civilisation dans laquelle on a grandi. Bien évidemment, nous avons à éprouver un sentiment de gratitude devant ce que nous avons reçu, mais en même temps, tout ce qui nous a formés nous a en même temps formatés. Tout ce qui nous a été enseigné nous a en même temps enfermés dans un cadre et dans une limite qui demande à être interrogé et dépassé. Vous voyez, c'est quelque chose qui, en réalité, dans cette formule, est une bombe. Voilà quelqu'un qui est un prophète, qui vient, dans la religion musulmane, apporter la parole de Dieu dans cette Arabie. Et il est en train de nous dire, allez chercher la science jusqu'en Chine, mais je croyais que la science était déjà là, en Arabie. Et ça, c'est une grande leçon spirituelle, une grande leçon scientifique. C'est que vous avez beau avoir le Coran, au fond, nous dit Mahomet, mais vous n'avez pas Dieu. Vous n'avez pas la connaissance de l'absolu. Il va falloir chercher pour comprendre, il va falloir interpréter. Et à travers les siècles, des hommes et des femmes ont été capables de traverser l'Orient, de traverser l'Occident pour aller à la rencontre de celui ou celle qui pourra les éclairer dans la compréhension de la réalité avec un petit r ou de la réalité avec un grand R. Autrement dit, cette quête nous amène à sortir des limites mentales dans lesquelles nous enferme notre culture et que parfois on appelle justement, et on avait eu affaire à ça ce matin, nos paradigmes. Qu'est-ce qu'un paradigme? C'est un ensemble d'affirmations qui, à une époque donnée, dans une société donnée, apparaissent comme des évidences et sur lesquelles on va construire notre savoir. Et tout système de représentation, toute science, à toute époque, fonctionne toujours à partir d'affirmations qui leur apparaissent comme des évidences et sur lesquelles on s'appuie. Un étudiant qui étudie à la faculté des sciences va apprendre des choses sur lesquelles il va s'appuyer pour essayer de contribuer à avancer dans les connaissances. Mais vous voyez, parmi l'ensemble des découvertes qui ont été indiquées depuis ce matin, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons affaire à des gens qui ont découvert des choses, qui remettaient en cause ce qu'ils ont appris sur les bancs de l'école. Ces professeurs qu'ils respectaient et qu'ils honoraient, tout d'un coup, voilà que l'élève vient troubler ce qu'il a appris sur les bancs de l'école. Ça demande énormément de courage. Ça demande d'autant plus de courage que dans un premier temps, et c'est le destin des pionniers, c'est le destin des avant-gardes, on ne rencontre pas simplement la perplexité du grand public, on rencontre la perplexité de ses pairs, de ses collaborateurs, de ces qui peuvent penser « mais il est fou, mais il est hérétique, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ces salades ?» Et les plus grands scientifiques du XXe siècle ont connu ça. Combien de savants maudits, combien de chercheurs exclus avant de petit à petit être reconnus. Lorsque les deux chercheurs australiens qui ont découvert qu'une grande cause de nos ulcères d'estomac était l'Helicobacter pylori, une bactérie dans l'estomac, au départ, ils n'ont pas été accueillis très favorablement. Pour deux raisons. D'une part, parce qu'à l'époque, on pensait que l'acidité de l'estomac empêchait toute vie dans ce lieu. Et puis d'autre part, on était persuadé que les ulcères étaient liés à un stress psychologique et uniquement cela, et qu'il fallait renvoyer les ulcéreux à faire de la méditation ou des techniques anti-stress ou avoir un psychologue. Et voilà que ces deux chercheurs nous disent non, il y a bien de la vie
Dans l'estomac, il y a des bactéries, et c'est la prolifération de certaines bactéries qui peuvent provoquer les ulcères. Autrement dit, ce dont les patients avaient besoin, c'est d'antibiotiques. Ils ont eu le prix Nobel. Chanceux, ça a mis 10 ans pour eux. Pour d'autres, ça a été beaucoup plus long. Semmelweis, au milieu du XXe siècle, qui a été le médecin autrichien qui a découvert qu'il serait peut-être judicieux, lorsqu'on veut opérer les jeunes femmes qui accouchent, de se laver les mains, parce qu'il y avait une mortalité importante des femmes à travers quelque chose qui était, on sait aujourd'hui, une infection. Mais à l'époque, on ne savait pas ce qu'était une bactérie, on ne savait pas ce qu'était une infection, on appelait ça la fièvre puerpérale. Et on imaginait que les femmes, peut-être c'était par pudeur, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait plus, lorsque c'était des hommes qui accouchaient les femmes, il y avait plus de morts que lorsque c'était les sages-femmes. Et Semmelweis se fait un raisonnement, il se dit, mais ces professeurs qui font des dissections, font des... étudient les cadavres avec les étudiants, puis ensuite viennent dans la salle d'opération. Peut-être que ce serait judicieux qu'ils se lavent les mains, et c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il va demander à tous ses collaborateurs de se laver les mains. Et à ce moment-là, la mortalité chute. Et qu'est-ce que fait Semmelweis ? Il avertit tous ses collègues dans tous les grands hôpitaux européens qui connaissaient cette mortalité des femmes. Et on l'a pris pour un charlatan, on n'a même pas voulu regarder ses résultats. Et il a fini dans un hôpital psychiatrique, et puis il a même fini mort sous les coups d'une des personnes de cet hôpital. Et c'est seulement 20 ans plus tard qu'on a commencé à appliquer dans nos hôpitaux cette règle d'hygiène. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui, dans le mouvement qui nous conduit à venir troubler les évidences, est quelque chose qui n'est pas facile. Il y a quelque chose qui rencontre la résistance de nos contemporains. Il y a un film qui a rendu une expression devenue célèbre et qui est beaucoup utilisée aujourd'hui, c'est la notion de matrice, le fait d'être enfermé dans la matrice. Eh bien, de la même manière qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une matrice métaphysique, et c'est ce à quoi nous invite d'abord Platon lorsqu'il nous parle d'une caverne duquel les hommes devraient se libérer, ou lorsque les mystiques nous parlent de la nécessité de sortir des projections de notre ego. Mais cette matrice est aussi une matrice sociale, c'est aussi une matrice qui est celle du récit que toute époque, que toute société à un moment donné se raconte à lui-même. Et il y a un prix à payer de sortir de cette matrice. Mais il y a une autre difficulté. L'autre difficulté, c'est que au-delà des résistances extérieures, il y a des résistances intérieures. Parce que les êtres humains que nous sommes, nous avons tendance à nous identifier à nos idées, à nos opinions, à nos convictions. Et lorsque nous rencontrons des informations qui viennent troubler nos certitudes, eh bien en nous, il y a une résistance. Ce qu'on appelle parfois un choc cognitif. Et lorsqu'on est face à une information, à des faits qui viennent remettre en cause nos points de repère habituels, il se passe deux choses habituellement. Soit le déni, soit l'oubli. Le déni, on dit non, c'est pas possible, et on écarte les faits qui viennent remettre en cause nos évidences, ou bien l'oubli. On entend cette information, ça nous trouble quelques instants, mais le lendemain matin, on se réveille comme si on ne l'avait pas entendu, et on continue sa vie comme avant. On en parlera tout à l'heure, mais je crois qu'à certains égards, si une grande partie des découvertes et de cette révolution dont nous parlaient Jean n'a pas encore percé dans la conscience collective et qu'elle reste finalement assez confidentielle, je crois qu'une des parties de l'explication, c'est ce choc cognitif. De la même manière que on sent bien que nous avons fonctionné toutes ces plusieurs dizaines d'années qui nous précèdent, enfin depuis le début de la société industrielle, sur un certain modèle social, un modèle politique, un modèle économique. Nous sentons bien que ce modèle est moribond, et pourtant, alors que tout crie pour qu'on le modifie, on continue à essayer de vouloir mettre des pansements, sans le repenser fondamentalement. Alors, du point de vue, vous voyez, du point de vue de l'esprit de la recherche, il y a quelque chose qui fait se rejoindre à la fois cette science spirituelle ou bien cette science matérielle.
Mais Jean nous l'a rappelé, et puis d'autres ce matin, pendant ces derniers siècles, on a eu le sentiment que, du point de vue du résultat de la science, ce n'est pas la même Chine qu'on découvre. On a évoqué ce qui est devenu le mode par défaut de la vision du monde de la majorité des personnes éduquées à travers le monde, qui est une vision mécaniste, matérialiste, déterministe, réductionniste. Et c'est encore le modèle dominant dans la conscience collective. Et cela a conduit à ce clivage qui est entre d'un côté, et on l'a connu en Occident, on le connaît dans les pays qui ont voulu prendre le pas de cette modernité, ce clivage entre ceux qui seraient du côté de la rigueur, du côté de la science, du côté du rationnel, et puis ceux qui demeureraient un peu de manière archaïque ou de manière par réflexe passéiste vis-à-vis d'un regard plus métaphysique et spirituel sur le monde. Je ne vais pas y revenir dessus. Indéniablement, il y a quelque chose qui est en train qui s'est effondré, mais qui est amené dans la conscience collective à s'effondrer. Et ce que plusieurs intervenants ont rappelé, c'est que d'une certaine manière, Einstein et Ibn Arabi, Niels Bohr et Shankaracharya, ou bien Max Planck ou un chaman d'Amérique latine, ont étrangement quelque chose à se dire. Ce ne serait pas un grand silence s'ils avaient à discuter ensemble. Et ce n'est pas étonnant non plus qu'à partir des années 60-70, s'est développé des rencontres entre des grands physiciens théoriques, des grands biologistes, des gens qui appartenaient à ce nouveau paradigme, et puis des sages, des mystiques de différentes traditions du monde. Ça a commencé, peut-être un des lancements de ça, c'était en 1979 à Cordoue, le colloque Science et Conscience. Et je crois que ce que nous sommes en train de vivre ces 2 jours, c'est le prolongement de quelque chose qui vient apporter sa contribution à ce bouleversement dans la représentation collective, dans la transmission de ce bouleversement. Et ça prend du temps, cette diffusion. Parce qu'en effet, comme l'a rappelé Jean, il y a des conséquences majeures de ce bouleversement. Alors du point de vue, si je reprends pour moi, du point de vue de philosophe, des 3 axes principaux vers lesquels qu'ont creusé nos différents intervenants, c'est d'abord cette chose surprenante qui s'est produite dans la physique, qui est cette dématérialisation de la matière, si vous me permettez le paradoxe, alors qu'on pensait que le monde était des petites billes minuscules qui collaient les unes aux autres, formaient le réel. Petit à petit, cette matière s'est dématérialisée. On a commencé à parler de force à distance, puis avec Maxwell d'ondes électromagnétiques, puis la physique quantique nous parle de champs, de vecteurs mathématiques, etc., de champs du vide. Et tout d'un coup, notre notion de matière se dématérialise. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? La vieille opposition entre la matière et l'esprit commence à être troublée. Andrew Briggs nous disait, voilà, lorsque nous sommes face à quelque chose de nouveau, nous sommes amenés à revoir nos concepts et nos théories. Et c'est clair que nos vieux concepts binaires, matière, esprit, demandent à être révisés dans ce contexte-là. Parce que tout d'un coup, les physiciens commencent à dire des choses à propos du réel et lui attribuer des propriétés que jadis ont réservées à la notion d'esprit. Et là, il y a quelque chose qui demande à être revu. Le deuxième volet, c'est le fait que on ne puisse plus expliquer le réel physique simplement à partir de la matière et de l'énergie, qu'on soit amené à convoquer autre chose. L'expression a été rappelée, la réalité voilée, c'est l'expression de Bernard d'Espagna. Il y a quelque chose qui, dans cet univers, obéit à ce qu'à la fin du XIXe siècle, les penseurs de la thermodynamique appelaient l'entropie. C'est-à-dire, c'est quoi l'entropie ? C'est-à-dire que tout système qui est livré à lui-même est conduit au fur et à mesure du temps à aller de plus en plus vers un état désordonné. Mais si le système conduit de plus en plus vers un état désordonné, ça suppose qu'il y avait un ordre. Autrement dit, à côté de cette force anthropique, on ne peut pas s'empêcher de penser quelque chose d'autre qui serait une force néganthropique. C'est-à-dire quelque chose qui vient accumuler de l'information.
quelque chose qui est la source de cette information. Vous voyez, si vous laissez une pomme sur la table, au fur et à mesure du temps, elle va se décomposer. Ainsi en est-il du cadavre d'un être humain. Si vous avez fait le ménage chez vous, petit à petit, dans le temps, voilà. Mais quelle est cette force qui fait que la vie va maintenir la forme? Quelle est cette force organisatrice qui fait que lorsque vos cellules se multiplient pour former un doigt, pourquoi ça s'arrête? Pourquoi votre doigt il ne fait pas 1 mètre? Autrement dit, pourquoi la forme? Et là, cela nous conduit, si vous voulez, à des conséquences énormes du point de vue de notre rapport au monde. Et je voudrais m'arrêter sur un exemple de conséquences. C'est que si le réel, ce n'est pas seulement de la matière, si le réel, ce n'est pas seulement de l'énergie, mais si le réel, c'est aussi de l'information, non pas une information électromagnétique, ça c'est encore une information physique, je ne parle pas ici des ondes électromagnétiques, ce qui est déjà énorme, mais de l'information non physique. Alors à ce moment-là, ça veut dire que lorsque on veut essayer d'appréhender ce réel, il va falloir tenir compte dans la relation des choses entre elles, de ce qui n'est pas simplement une force mécanique et matérielle. Et une des applications fondamentales, c'est d'abord quelque chose qui est au cœur de notre existence, c'est notre santé, c'est la médecine. Jean rappelait tout à l'heure que la science moderne est née d'abord avec la physique. Tout ce paradigme matérialiste mécaniste qui a été si fructueux pour le progrès scientifique a d'abord commencé au XVIIe siècle, en physique. La biologie n'a emboîté le pas qu'au XIXe siècle, plus de 2 siècles plus tard. Et elle a fait des progrès incroyables pour expliquer les phénomènes mécaniques, chimiques, électriques à l'intérieur du vivant. Mais une grande partie du monde de la biologie, sur laquelle s'appuie la médecine, en est restée à une physique qui est celle de Galilée, celle du choc des corps, celle des réactions chimiques. On utilise bien les ondes électromagnétiques dans la radiologie pour essayer de nous aider à des diagnostics. Mais dans la compréhension des phénomènes du vivant, il n'y a pas encore eu cette jonction entre les phénomènes vibratoires, ondulatoires, informationnels et les phénomènes biologiques. La science moderne, la physique moderne, a connu ce qu'elle a connu précisément dans la jonction entre les mathématiques et la physique. Lorsque tout d'un coup, Galilée s'écrit « la nature est écrite en langage mathématique » et qu'on va pouvoir étudier mathématiquement le monde. Et on en voit les conséquences ici dans la physique quantique. Eh bien, la médecine de demain, elle fera des ponts immenses lorsque se rejoindront, sans même parler de physique quantique, déjà la médecine vibratoire, c'est-à-dire la manière dont les cellules, la manière dont les organes, la manière dont le vivant communique avec lui-même à travers des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire physiquement perceptibles. Et puis au-delà de cette médecine vibratoire, une médecine informationnelle qui va penser le lien entre la conscience, entre la pensée, entre des images, des visualisations, et puis les phénomènes biologiques. Ce qu'on a découvert avec l'épigénétique ne sont que les prémices de cela. Lorsqu'on parle d'effet placebo, ce n'est que une invitation, une prémisse à un champ encore inexploré qui demande à être exploré. Aller chercher la science jusqu'en Chine, on pourra en donner encore un nouveau sens. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, une chose qui nous laisse perplexes, c'est pourquoi ce qu'on est en train de découvrir ce matin et qu'on va continuer à explorer cet après-midi, demain, pourquoi ça reste confidentiel? Pourquoi est-ce que le grand public et la conscience collective n'y a pas encore tellement accès? Alors que pourtant, voilà, on est allé à l'école, on est éduqué, alors bien évidemment, il y a des journaux qui essaient de le vulgariser pour le grand public, mais néanmoins, ça ne perce pas. Alors que pourtant, ça, pour beaucoup de ces théories, pratiquement un siècle, plus d'un siècle. Eh bien ça, c'est encore une gifle que nous avons à prendre en pleine tête. C'est que nous croyons naïvement que ce que les hommes savent, dans ce qu'on appelle en science l'état actuel de nos connaissances, nous parvient
Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce que les hommes savent ne nous parvient pas si facilement. Alors bien évidemment, il y a la lenteur de la diffusion du savoir, il y a la lenteur de la validation d'une théorie et de la confrontation avec les pairs. Tout cela, bien évidemment, ça peut prendre du temps. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ces résistances mentales, ces verrouillages psychiques. Il y a aussi la manière dont une vision scientifique du monde est corrélée avec une organisation sociale, une organisation économique, une organisation politique. Et si vous commencez à changer cette vision, alors à ce moment-là, ça vient mettre le bazar, si vous me permettez, ou le désordre, ou la complexité dans tout l'univers, tout le champ des rapports de force économiques, politiques, etc. Par exemple, si vous voulez mettre les pieds dans le plat, un savoir qui n'irait pas dans le sens des intérêts économiques de ceux qui sont en place parviendra difficilement à vos oreilles. Et donc ça veut dire quoi pour nous, qui sommes avides de science, qui sommes désireux de la vérité? Ça veut dire qu'il ne faut pas compter sur les autres pour faire le mouvement vers cette connaissance. Il va falloir chercher. Il y a un homme qui m'a... Il y en a même deux qui m'ont particulièrement fait ressentir ça avec force. Le premier, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a 2 ans, c'est Guibert Delmarmol. Guibert Delmarmol est un chef d'entreprise qui, alors qu'il avait une brillante carrière, et a une tumeur, 5 minutes, très bien, a une tumeur, il découvre qu'il a une tumeur au cerveau, et la seule manière qu'il y avait pour essayer de pallier à la situation, de ce que la médecine lui a proposé, c'est de retirer cette tumeur, et c'est ce qui a été fait. L'opération s'est bien déroulée, sauf que, lorsque le chirurgien est venu le voir sur son lit, il lui a dit « Très bien, on a réussi à enlever la tumeur, vous êtes sauvé, mais par contre, on a malheureusement enlevé l'hypophyse, et vous allez devoir prendre des hormones de substitution à vie, vous allez être dépressif une partie du temps, votre espérance de vie diminue de 15 ans, vous êtes stérile, vous ne pourrez plus avoir d'enfants, etc. » Et qu'est-ce qu'a fait Guibert Delmarmol? Il a voulu partir à la découverte de ce que la science, la biomédecine moderne peut proposer de mieux dans sa situation. Et il a découvert qu'il y avait des choses incroyables qui se faisaient et que ses médecins, ses professeurs, son hôpital ne savaient pas. Que ce soit dans des cliniques privées au fin fond des États-Unis, ou bien que ce soit, et ça c'est quelque chose qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure, il est parti chercher du côté de la médecine vibratoire, justement, qu'ont développé les Russes dans les recherches sur la médecine spatiale. Comment soigner les cosmonautes sans emporter 40 milliards de médicaments. Et si vous creusez un petit peu la question, que vous cherchez médecine vibratoire, vous verrez que les Russes, et pas seulement les Russes, dans d'autres régions du monde, ont développé des choses incroyables dans ce domaine. Ce sont des pionniers. On n'en est qu'au début, mais on a déjà fait des pas énormes. Mais cela, ni nos étudiants en médecine, ni en France, ni dans beaucoup des pays, ne l'apprendront. Ils sortiront au bout de 10 ans d'études sans savoir qu'il y a tout ça. Et donc, il se produit déjà des effets et des conséquences énormes. J'ai pris un exemple qui est celui de la médecine, mais il y en aurait bien d'autres à travers lesquels il y aurait cette découverte. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même reconnaître néanmoins qu'il y a dans l'approche quelque chose de radicalement différent entre l'approche spirituelle, la science spirituelle et la science métaphysique. C'est que dans la science physique, dans la science matérielle, on essaye de se débarrasser de la subjectivité pour essayer de rencontrer ce qu'il y a de plus objectif. Pour essayer de se dépouiller de nos émotions, de nos sentiments et de rencontrer ce qui est au-delà même de notre sensibilité, de notre perception. On se méfie de l'illusion des sens en science. On se méfie de la perception des sens. Il s'agit d'aller au-delà de ce que pourrait être notre expression sensible. Et pour cela, la physique, qui veut expliquer le visible, va convoquer des notions et des réalités invisibles. Vous n'avez jamais vu un proton, vous ne voyez pas le champ du vide, vous ne voyez pas les vecteurs de force mathématiques, etc. C'est hors de votre champ d'expérience. La science spirituelle, c'est exactement l'inverse.
Et de manière paradoxale, parce que à la fois, elle, ce qu'elle veut, c'est nous conduire vers l'expérience de l'invisible, mais pour cela, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour aller vers l'expérience de l'invisible, il va falloir d'abord que vous plongiez dans le visible. Il va falloir que vous plongiez dans la subjectivité. Il va falloir que vous plongiez dans la sensibilité. Il va falloir d'abord respirer. Il va falloir d'abord faire l'expérience de vos émotions, de vos sensations, de votre corps. Et si un Chinois était dans cette salle et qu'il voyait un musulman se prosterner au moment de sa prière, une des choses qu'il frapperait, il dirait, ah ben voilà, ça c'est le b.a.-ba de la vie spirituelle. On reprend contact avec les 4 éléments. Lorsque vous faites des prosternations, vous retrouvez le contact avec l'élémentaire, vous retrouvez le contact avec l'élément air, parce que le rythme respiratoire s'accélère, vous retrouvez le contact avec l'élément feu, parce que le battement cardiaque fait que votre corps commence à se réchauffer, et puis vous reprenez contact avec l'élément eau, parce que cette chaleur produit une sudation. On reprend contact avec les 4 éléments. Et le b.a.-ba de la vie spirituelle, et c'est un paradoxe qu'on voit dans le yoga, c'est que pour pouvoir aller le plus loin dans la dimension spirituelle, il faut d'abord revenir à ce qui est le plus concret, le plus matériel. Avant de vouloir décoller, il faut d'abord atterrir. Si un arbre veut s'élever haut, il faut d'abord qu'il s'enracine. Et si nous sommes lumière, on doit d'abord traverser cette matière pour la transfigurer. Le savoir scientifique nous conduit à une idée, nous conduit à une théorie, nous conduit à une modèle théorique. La science spirituelle ne nous conduit pas à une idée, au contraire, on se méfie des idées et des théories. On veut aller dans l'expérience, et cette expérience est au-delà des idées, au-delà du mental. C'est à ça que nous sommes invités. Alors pour terminer cette conférence, j'aimerais encore indiquer une petite allusion à la Chine. En 1900, il y a une troupe de soldats français qui était dans la région de Canton, en Chine, et à l'époque, lorsqu'on voulait fêter et boire quelque chose ensemble, on faisait heurter nos verres et on disait « je vous en prie ». Mais comme ils voulaient un petit peu faire couleur locale, ils ont un petit peu changé l'expression qu'ils ont importée en France et c'est devenu tout d'un coup la manière dont qu'ont beaucoup de Français de trinquer, c'est de tendre leur verre, comme je le ferai ici, un verre de vin, un verre de thé à la menthe. Et ce verre de thé à la menthe, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Chin-chin. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite dans cette réunion entre la science spirituelle et la science matérielle. Une dernière chose. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller en Chine, c'est la science qui vient vers vous. Et j'ai l'impression que c'est une tradition marocaine parce que on associe beaucoup le Maroc et le thé à la menthe, mais le thé, ça vient pas de Chine, le thé vert. Et ce sont les Anglais qui ont apporté le thé vert au Maroc au XIXe siècle. C'est-à-dire que c'est une tradition qui date du XIXe. Les Marocains connaissaient de la menthe, mais l'association du thé vert et de la menthe, ça date du XIXe siècle. Voilà. Merci Reza, merci beaucoup. C'était Reza Moghadamchi.